Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Désolé de ces quelques minutes de perdu au début d'exposé, mais des problèmes de compatibilité d'ordinateur ont fait créer ce problème. Donc, ce soir, j'aimerais vous parler de sommes-nous seuls dans l'univers. Donc, n'ayez pas peur, je ne répondrai pas à la question, mais j'aimerais vous montrer que cette question-là, comment dire, qui peut paraître une question trop ambitieuse, en fait, va entrer dans le domaine de la science dans les années prochaines. À savoir, donc, on a les moyens scientifiques de, comment dire, d'essayer de répondre à cette question. Non, ça n'a pas l'air d'aller comme on veut. Les problèmes ne sont pas encore. Voilà. Juste pour dire, donc actuellement on entre dans le domaine de la recherche des exoplanètes, de la planétologie, donc de ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Je ne vais pas faire une conférence d'histoire des sciences, mais juste rappeler peut-être un ou deux points qui sont des points saillants de cette aventure. Et bien d'abord, faire remarquer que cette question n'est pas nouvelle. En fait, déjà il y a plus de 2000 ans, le philosophe grec Épicure, dans une lettre à son collègue Hérodote, mentionnait déjà la possibilité de ce qu'il appelait la pluralité des mondes, et même plus loin dans la même lettre, de la possibilité de pluralité des mondes habités. Et en fait, cette question est restée présente tout le temps au cours des 2 derniers millénaires, avec des hauts et des bas quant à la manière d'appréhender cette question, puisqu'en particulier, vous savez que Giordano Bruno avait une vision, qui est un théologien, ce n'est pas un scientifique, avait une vision parfaitement limpide de cette possibilité et qu'il a fini sur le bûcher en février 1600. Avant de parler des planètes extrasolaires, donc de ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles, j'aimerais juste rappeler une chose, quelques brefs éléments relatifs au système solaire. Donc, si on regarde la géométrie du système solaire, on a donc le Soleil au milieu, et on a 4 petites planètes qui tournent autour, qui sont des planètes essentiellement rocheuses, avec certaines avec un noyau métallique, surtout Mercure et la Terre. Quand je dis des petits corps, des petites planètes, il faut réaliser que ces planètes, par exemple la Terre, qui est la plus grande des 4, eh bien, je vous connais évidemment bien, c'est quelque chose qui est encore 300 000 fois plus légère que le Soleil. Donc, à l'échelle du système solaire, réellement, ces planètes rocheuses sont des gros cailloux. À part ça, vous avez une autre famille qui est 2 planètes géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Jupiter, la grande planète du système solaire, dont le rayon fait à peu près le 10e du diamètre du rayon du Soleil, et qui est 1000 fois plus légère que le Soleil. Comme ça. Moi, je peux prendre un micro. Ici, on a. Décidément, la technique rebelle. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, voilà. Donc, deuxième famille, les familles des planètes géantes gazeuses, et finalement une famille ici qui est formée de 2 planètes essentiellement de glace. Uranus, Neptune, qui sont essentiellement des grosses boules de glace avec une petite atmosphère par-dessus, et qui sont de l'ordre de grandeur de 15 fois la masse de la Terre. Donc ça, c'est juste un petit portrait rapide de notre système solaire. Oh là là! On n'a pas fini, hein? On va y arriver. C'est le doudou, hein. Bon, ça va aller. Je vais reprendre la clé, effectivement, et monsieur a raison. La clé USB. Et la famille, ça va comme ça? Qu'est-ce que c'était? C'était rare. Voilà, je pense qu'en fait, on a ouvert le fichier en partant de la clé.
Et le fichier n'y est plus ici. On va le laisser sur la clé, c'est pas grave. Ah ben alors, On va le laisser là-dessus. là-dessus. Voilà. Voilà, affichage. Voilà, vous étiez ici. Alors, on essaye là parce que voilà. On revient sur Terre. Donc, si on regarde très brièvement des prototypes de ces trois familles, la Terre que l'on connaît bien, c'est des planètes rocheuses. Évidemment, l'image que l'on a de la Terre, ce n'est pas une planète rocheuse. Mais n'oubliez pas que les océans qui sont à la surface de la Terre, c'est une infime pellicule d'eau, mais essentiellement, c'est un gros rocher. Et maintenant, ça marche. Et si on regarde maintenant un prototype de la deuxième famille, la famille des planètes géantes gazeuses, donc ces énormes boules essentiellement d'hydrogène et d'hélium, eh bien c'est Jupiter le prototype, avec ici, on voit l'ombre d'un satellite, d'une lune, on la voit ici, qui passe devant cette énorme planète. Si on regarde les satellites qui tournent autour de Jupiter, ces quatre grands satellites qu'on appelle satellites galiléens, parce que cette année, c'est le 400e anniversaire de la découverte de ces satellites par Galilée, eh bien, on voit qu'ils ont une grande diversité de structures. On voit ici, vous avez par exemple Io, avec ses volcans actifs actuellement. Vous avez ici Europa, qui a une surface qui est une banquise, on va en reparler, et encore d'autres structures. On voit ici les 4 satellites qui apparaissent. Abandonnons le système solaire et passons maintenant à l'échelle des structures plus grandes que le système solaire. Et la structure la plus grande qu'on a après, eh bien, c'est la Voie lactée, qui est un ensemble de quelques centaines de milliards de soleils. Donc, évidemment, ça, c'est pas du tout, évidemment, la photo de notre Voie lactée, puisqu'on n'est pas capable de sortir pour faire une telle photo. C'est simplement la photo d'une galaxie spirale similaire, analogue à la Voie lactée. Et donc, si on pouvait prendre une telle photo, eh bien, il faudrait imaginer que le Soleil serait une étoile dans la périphérie d'un tel système. Donc, évidemment, les étoiles sont liées ensemble par leur poids, par la gravitation, et donc ce système va tourner, une sorte de grand carrousel de quelques centaines de milliards d'étoiles. Évidemment, on se pose la question de savoir s'il existe des planètes qui tournent autour de ces étoiles. Évidemment, on ne pouvait pas les voir sur la photo précédente que je vois ici. Quand on voit des structures roses, ces gros points roses par-ci par-là, essentiellement le long des structures spirales, il ne s'agit pas d'étoiles, mais de grands nuages de gaz lumineux qui sont en fait la pépinière, la nurserie où va naître les nouvelles générations d'étoiles. Alors il y en a une qui est bien connue, c'est la nébuleuse d'Orion, qui est relativement proche du Soleil et qui est donc un lieu, un site de formation de nouvelles générations d'étoiles. Ça, c'est une chose qui a été découverte au cours du XXe siècle, c'est que les étoiles n'ont pas été toutes formées au même moment, mais qu'en permanence, il y a de nouvelles générations d'étoiles qui se forment. Alors évidemment, quand on dit un grand nuage de gaz, il faut bien voir la dimension, c'est de l'ordre de 100 000 fois la masse du Soleil. Donc c'est vraiment de très très grandes configurations de gaz qui, de temps en temps, pour différents mécanismes physiques, vont s'effondrer sous leur propre poids et dans l'effondrement, eh bien, former non pas une étoile, mais des familles d'étoiles qui donnent par exemple des amas d'étoiles. Alors si on regarde, voilà, ça c'est simplement un autre site de formation stellaire, vous remarquerez que la qualité des photos qu'ont fourni par exemple le télescope spatial de ces zones de formation stellaire qui sont d'une extrêmement grande beauté. Les gens ont évidemment étudié par la théorie
la formation des étoiles, c'est une séquence extrêmement compliquée parce que l'effondrement se fait, comment dire, se fait avec la formation de sortes de granules, c'est turbulent, il y a du champ magnétique et tout. Et je ne peux pas vous montrer, à cause des ennuis d'informatique, le petit film qui serait censé vous expliquer un peu l'effondrement et la formation d'un petit disque qui tourne très vite autour de l'étoile. Parce que, alors on le voit ici, hein, sur ces dessins statiques, ici, l'effondrement va conduire à la formation autour de l'étoile d'un disque de gaz et de poussière qui tourne trop vite pour pouvoir tomber en une fois sur l'étoile. C'est assez étonnant on reviendra, le sentiment qu'il existe des planètes en grand nombre ailleurs dans l'univers, comment dire, existait depuis fort longtemps, mais la théorie qui est la théorie actuelle prépondérante pour comprendre la formation des systèmes planétaires n'est pas si ancienne que ça. Elle ne date qu'il y a 40 ans, et c'est le physicien russe Victor Safronov qui a expliqué, qui a donné la suite des arguments de physique qui permettent de comprendre comment on peut former des planètes par agglomération de grains de poussière de silice ou de glace qui sont dans ces fameux disques dont on a parlé il y a un petit moment. Donc en fait, c'est relativement récemment qu'on a commencé à étudier réellement dans le détail la physique de cette formation. Et puis, on avait déjà découvert ces disques par la spectroscopie, mais rien ne vaut une belle image. Et en fait, cette image est aussi venue en 1995. C'est une photo qui a été prise avec le Hubble Space Telescope. Là, de nouveau, on voit la nébuleuse d'Orion. Vous avez la lumière diffuse qui vient émise par le gaz. Et devant la nébuleuse se trouve un certain nombre d'étoiles jeunes. Des étoiles qui sont sorties dans notre direction, hors de la nébuleuse, elles ont été formées. Et ces étoiles ont des âges, disons, de 1, 2, 3 millions d'années. Alors évidemment, quand on dit étoile jeune, quand on parle d'une étoile qui a 2 millions d'années, mais en fait, d'une planète qui a 2 millions d'années, il faut voir, non, une étoile de 2 millions d'années, il faut quand même se rappeler que notre Soleil a 4600 millions d'années, c'est-à-dire que c'est des étoiles qui sont 1000 fois plus jeunes et plus que notre Soleil. Et le télescope spatial a regardé en détail ces jeunes étoiles et a réellement pu confirmer que chacune de ces étoiles était réellement entourée d'un petit disque de gaz et de poussière qui avait été prévu, je dirais, a priori par la théorie. Et en fait, ces disques sont les endroits où se forment où on croit que les planètes vont se former. Et ça, c'est une chose très importante. On voit dès ce moment-là qu'on a toutes les raisons de penser que les planètes sont extrêmement fréquentes dans l'univers, parce qu'il n'y a aucune raison que la physique, les mécaniques de physique, permettent d'expliquer la formation des planètes autour d'une étoile avec un disque, mais que ça ne fonctionne pas autour d'une autre étoile avec un autre disque. Donc, dès ce moment-là, on a toutes les raisons de croire que des planètes existent en très grand nombre dans l'univers. Évidemment, après, quand on voit, de nouveau, on revient à la photo d'une galaxie spirale, donc combien d'étoiles c'est estimé par les lois de la mécanique, on a pu étudier, estimer le nombre d'étoiles qu'il y a là-dedans, et donc la question, combien de planètes? Imaginons qu'on fasse une photo extrêmement détaillée de juste un petit morceau d'une galaxie. Eh bien, c'est quelque chose comme ceci que l'on verrait. En fait, c'est une myriade d'étoiles. Je vous rappelle que chaque petit point, c'est l'équivalent de notre Soleil, puisqu'une étoile est un réacteur nucléaire, comme le Soleil est un réacteur nucléaire. Et en fait, l'énergie qui vient du Soleil, en fait, c'est l'énergie qui est produite par la fusion thermonucléaire dans le noyau des étoiles, du Soleil en particulier. Donc, voilà, simplement, peut-être là, nouveau petit coup de clin d'œil par rapport à Galilée, dont on honore cette année
le 400e anniversaire de ces grandes découvertes, de cette année fabuleuse, eh bien, c'est plus ou moins ce qu'il avait vu, en plus modeste, avec sa petite lunette, quand il a regardé la Voie lactée, et il a vu que la Voie lactée, dont on ne savait pas la nature jusqu'en 1610, eh bien, n'était que la superposition de la lumière d'un grand nombre d'étoiles que l'œil n'était pas capable de résoudre et de voir individuellement. Donc le problème, il est là. Combien y a-t-il de planètes autour de toutes ces étoiles? Mais peut-être avant de quitter ce petit aspect, je dirais, descriptif de notre environnement, regardons juste la dernière grande échelle et regardons cette photo historique de l'astronomie de notre époque, qui a été aussi prise par le télescope Hubble. C'était le directeur qui gérait l'Institut du Space Telescope, qui, voici, c'est étonnant, hein, tout est la même année, hein, je crois que c'est aussi en 95, comment dire, avait du temps discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il avait du temps en tant que directeur qu'il pouvait utiliser pour faire ce qu'il voulait. Alors, évidemment, c'est un tout petit morceau, toute petite quantité de temps d'observation qu'il pouvait utiliser de cette manière-là. Et Bob Williams, qui était ce monsieur, eh bien, a décidé de jouer gros au sens, je dirais, du jeu. Il a fait une seule photo avec tout son temps. Il a choisi un coin où on ne voyait rien depuis le sol. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'on voyait 3 étoiles dans un tout petit coin du ciel. Et après l'équivalent d'une centaine d'heures de pause, en fait, ce n'est pas une seule pause, c'est des milliers de photos qu'il a additionnées plus tard dans l'ordinateur, eh bien, voilà la photo qu'il a obtenue. C'est-à-dire que dans ce petit coin du ciel, il y avait d'une part les 3 étoiles de notre galaxie, on en voit une ici, on en voit une ici, on en voit ici, et tout le reste, c'est des galaxies. L'équivalent de notre Voie lactée, 2500 galaxies dans ce tout petit coin du ciel, qui montre que non seulement une étoile comme notre Soleil, c'est un détail à l'échelle de la galaxie, mais la galaxie elle-même est un détail à l'échelle de l'univers. Et donc ces objets-là sont des objets qui se trouvent à quelques milliards d'années-lumière, ce qui veut dire aussi que la lumière a mis quelques milliards d'années pour venir jusqu'à nous, ce qui veut encore dire que ces galaxies sont plus jeunes que nous de quelques milliards d'années. Donc vous voyez des états anciens de l'univers. Alors ça, c'est un des privilèges de l'astronome, c'est que plus il regarde loin, plus il regarde vieux, et donc il peut reconstruire presque visuellement l'histoire de l'univers profond. Alors voilà, donc on peut évidemment étendre la question, hein, combien de planètes autour de toutes ces étoiles, etc. On peut se dire que si il y a autant de planètes, on a vu qu'il y a partout des disques d'accrétion. Hein, c'est le terme technique, hein, le jargon, c'est des disques d'accrétion, ces petits disques de gaz et de poussière autour des jeunes étoiles. Si c'est si fréquent que ça forme autant de planètes, donc la recette semble élémentaire. Il suffit de prendre un de ces grands télescopes de l'astronomie moderne, télescope par exemple du Mont Paranal, 8,20 m de diamètre, énorme miroir principal. Quand on dit 8,20 m, c'est la taille du miroir. Hein. C'est absolument fantastique. Et on se dit, il suffit de regarder les étoiles les plus proches de nous, du Soleil, et puis de voir si on voit ces fameuses planètes. Eh bien, malheureusement, cette démarche ne marche pas du tout encore aujourd'hui, pour une seule raison, c'est que la luminosité de l'étoile est tellement grande par rapport à celle des planètes qu'on est toujours ébloui par la lumière de l'étoile. Alors, je vous rappelle une chose, ça c'est une chose très importante, l'étoile, c'est un réacteur nucléaire qui produit de l'énergie. Les planètes, c'est soit des cailloux, soit des boules de gaz, soit des boules de glace, qui ne font que réfléchir la lumière qu'elles reçoivent de l'étoile. Elles ne produisent pas, la Terre ne produit pas d'énergie, elle réfléchit un tout petit peu de la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Et si vous prenez le système solaire, la grande planète du système solaire, Jupiter, ne réfléchit que 1/1000e de la lumière du Soleil. Donc imaginez,
vous regardez un système à une certaine distance, vous avez une source lumineuse et quelque chose qui est 1 milliard de fois plus faible à côté. Évidemment, vous ne voyez pas ces petits grains négligeables à côté, vous êtes ébloui. Donc cette démarche élémentaire qui consiste, je dirais, à regarder ne fonctionne pas. Encore une vision de ce sommet du mont Paranal avec ses 4 télescopes de 8 mètres. Donc je vous rappelle que ça c'est des photos de l'Observatoire européen du mont Paranal, qui est donc l'ESO, qui est géré par l'ESO, qui est une organisation qui groupe 13 pays européens qui se sont groupés pour faire des études ambitieuses d'astrophysique. Alors, quand vous avez un système formé d'une étoile ici et une planète ici, vous avez, comme l'étoile est beaucoup plus lourde que la planète, le centre de gravité du système se trouve ici. C'est-à-dire que quand la planète fait un tour comme ceci autour du centre de gravité, l'étoile fait un tout petit tour comme ça autour du centre de gravité, simplement parce qu'elle est lourde. Si vous êtes ici avec votre télescope et vous regardez l'étoile, qu'allez-vous voir? Si vous avez un instrument qui vous permet de mesurer la vitesse de l'étoile, eh bien vous verrez que par moment l'étoile va s'éloigner de vous, se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher. Et donc si vous portez la vitesse et que chaque jour vous faites une nouvelle mesure, ici ça c'est les jours, le temps, eh bien vous verrez que l'étoile s'éloigne de vous, se rapproche de vous, etc. Et ça c'est une méthode où vous ne voyez pas la planète, mais vous voyez son influence sur l'étoile. Simplement, l'étoile, elle a un mouvement comme ça dans le ciel, et si elle a un mouvement comme ça dans le ciel, simplement, c'est parce qu'il y a un corps qui perturbe son mouvement. Par quelques calculs simples, eh bien, on peut déduire, on peut calculer la masse de ce corps, et c'est comme ça qu'actuellement, toutes les premières planètes ont été découvertes. Maintenant, il y a d'autres techniques, on y reviendra, mais toutes les premières planètes, à peu près 300 à peu près, ont été découvertes par cette technique-là. Alors évidemment, comment on mesure la vitesse? Je ne veux pas faire un cours de technique, mais comment mesure-t-on la vitesse des étoiles? Eh bien, on disperse avec un spectrographe la lumière de l'étoile, et puis après, on va voir que certaines caractéristiques noires dans le spectre de l'étoile oscillent en position en raison du fameux effet Doppler que tous vous avez eu l'occasion de percevoir, puisque ce même effet existe dans le domaine acoustique. Quand un train ou une ambulance vient vers vous ou s'éloigne de vous, eh bien la tonalité change. C'est une caractéristique qui existe aussi bien pour les ondes acoustiques que pour les ondes lumineuses, et donc le spectrographe, l'instrument, va permettre de mesurer ces infimes variations de vitesse résultant de la présence d'une planète. Alors avec mon collègue Didier Queloz, voici une quinzaine d'années, un petit peu moins, eh bien, on avait commencé un programme, on avait d'abord construit avec des collègues français un instrument qui était mis au foyer d'un vieux télescope. Mais le télescope a peu d'importance, ce sont de grands entonnoirs à photons. Ce qui était important, c'était justement le spectrographe qui avait la capacité de mesurer ces tout petites oscillations de la vitesse. Et on partait pour un programme où on pensait qu'il n'y aurait rien, aucune découverte immédiate, parce que la théorie nous disait que les orbites des planètes géantes, les plus faciles à découvrir, eh bien, étaient obligatoirement de plusieurs années, et, comme dans le système solaire, Jupiter, Saturne, 10 ans, 30 ans, etc. Et la surprise a été que très vite, eh bien, on a découvert que la vitesse ici, en fonction des jours, eh bien, la vitesse d'une étoile, qui s'appelle 51 Pégase, eh bien, variait avec une période de seulement 4 jours, c'est-à-dire tous les 4,2 jours, on avait la même configuration de l'étoile en vitesse. Ça, c'est complètement inhabituel. Si on regarde par les calculs de mécanique, eh bien, on en déduisait une masse qui était de l'ordre de la moitié de la masse de Jupiter. Donc, c'était clairement une planète géante gazeuse et une période complètement inhabituelle.
Alors ça, c'est probablement, ça a été le... Bon, il y a l'aspect, comment dire, cette découverte, elle avait un aspect, je dirais, philosophique, enfin, oui, voilà, enfin, on avait prouvé qu'il existait d'autres planètes ailleurs autour des autres étoiles, mais au-delà de ceci, cette planète a eu un énorme impact sur l'évolution des idées des planètes, la conception, comment les systèmes planétaires étaient formés, parce que tout d'un coup, on découvrait une planète qu'on ne comprenait pas. Dans le système solaire, il n'y a pas de planète qui tourne en 4 jours, de planète géante qui plus est, qui tourne en 4 jours autour du Soleil. Et donc ça a été le début de beaucoup de travaux théoriques pour expliquer la formation de ce qu'on appelle des Jupiters chauds, parce qu'évidemment, ils tournent tout près de leur étoile, et donc la température dans leur atmosphère est de plus de 1000 degrés. Donc c'est clair ce n'est pas du tout ce genre de planètes qui seront intéressantes pour le problème de la vie dans l'univers. Alors après, on s'est déplacé dans l'hémisphère sud depuis l'observatoire de Saint-Michel en Haute-Provence, en France, et on est allé au Chili sur l'autre observatoire européen qui est à la Silla. Alors on voit toute la chaîne des télescopes qui se trouve ici sur le sommet, la crête de cet observatoire, dans une région qui n'est pas totalement désertique, vous voyez, c'est quand même assez désertique. Et donc aussi, par conséquence, le ciel est très souvent beau. Et on a mesuré pendant plusieurs années avec un petit télescope de 1,20 m, on a trouvé beaucoup de planètes avec ce petit télescope. Et plus récemment, avec mes collègues de Genève, eh bien, on a construit un nouveau type de spectrographe qui a été installé sur le télescope de 3,60 m, donc qui était à l'époque le plus grand télescope de l'ESO. Non, ce n'est pas à l'époque, mais c'est le plus grand qui se trouve à la Silla. Voilà, on a mis un nouvel instrument, qui est donc simplement un instrument qui permet de mesurer la vitesse des étoiles avec une très grande précision. Et actuellement, c'est l'instrument le plus précis qui existe. Alors, je saute sur beaucoup de travaux, on y reviendra, juste pour évoquer le problème qui a été déjà mentionné dans la présentation, à savoir, donc, voici il y a 2 mois à peu près, eh bien, on a découvert une planète qui n'avait qu'à peu près 2 fois, où est-ce qu'elle est? Ici. 2 fois la masse de la Terre. Actuellement, c'est la plus légère. Je vous expliquerai pourquoi il y a une sorte de compétition, de course pour essayer de trouver des planètes de plus en plus légères, et en particulier justement dans le domaine des planètes rocheuses. Alors là, de nouveau, on ne va pas toutes les regarder, mais chaque fois vous avez ce genre de signature, c'est-à-dire on met la vitesse, on met le temps, et puis on voit varier la vitesse en fonction du temps. Simplement qu'il faut imaginer que quand vous avez plusieurs planètes autour de la même étoile, dans le cas particulier il y en a 4, eh bien la courbe réelle devient beaucoup plus compliquée, mais l'ordinateur, il arrive à se débrouiller pour séparer les différentes planètes. Alors, peut-être ce qui est aussi une autre chose importante, c'est qu'une de ces planètes se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est celle-ci ici, à savoir qu'elle se trouve juste à une distance de l'étoile telle que l'eau coule sous forme, enfin, pas coule, peut couler sous forme liquide sur cette planète. À savoir que ici, alors ce diagramme peut paraître un peu compliqué, mais on va l'expliquer. Ici, on met la masse, et ici, on met la distance entre la planète et l'étoile. Donc, évidemment, si la planète est trop près de l'étoile, l'eau va se vaporiser, il n'y aura plus d'eau liquide, ce sera que de la vapeur. Si inversement, ça ce serait par exemple si vous êtes une masse de 1 fois le Soleil, ici, si vous êtes dans toute cette région ici, eh bien, comment dire, l'eau ne peut pas exister sous forme liquide. Si vous êtes ici, dans ces régions ici extérieures, l'eau ne peut exister que sous forme de glace. Donc c'est clair qu'il n'y a pas d'eau liquide. Et il existe, et vous pouvez recommencer le calcul, c'est des théoriciens des atmosphères planétaires qui font ça, et vous pouvez calculer pour différentes masses ici, et évidemment, plus vous avez une étoile petite, eh bien, la luminosité de l'étoile devient de moins en moins grande, donc vous pouvez vous approcher plus proche de l'étoile, et néanmoins avoir une zone où l'eau est sous liquide. Alors, donc ça, c'est le produit de travaux théoriques par des
chercheurs qui étudient les atmosphères planétaires. Alors ici, une fois la masse du Soleil, on voit bien Mercure trop chaud, Vénus un peu trop chaud, en fait il est beaucoup trop, mais pour d'autres raisons. La Terre, et ça ne nous surprend pas, est bien placée dans ce contexte. Mars est aussi bien placé. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ça veut dire qu'on a tort. Non, Mars est dans la zone habitable, mais parce que c'est une planète qui est trop légère, elle a perdu son atmosphère, et donc le fait d'être dans cette zone habitable ne veut pas dire que l'eau se trouve sous forme liquide. C'est une des conditions qui doit être satisfaite, mais ce n'est pas la seule condition. La preuve, sur Terre, l'eau est liquide. L'eau n'est pas liquide sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas liquide sur la Lune? Simplement parce que la Lune a perdu son atmosphère, comment dire, parce qu'elle est beaucoup trop petite, elle est trop légère. Et donc voilà. Alors, si vous regardez ici, ce système que j'ai mentionné juste précédemment, eh bien, 4 planètes qui ont des masses depuis 2 fois la masse de la Terre, 7 fois la masse de la Terre pour celle-ci, et qui se trouvent beaucoup plus près de leur étoile. Et en fait, celle-ci-là, la dernière, eh bien, se trouve dans la zone où l'eau peut être liquide. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a de la vie là-dessus. Ça nous dit simplement qu'on est capable actuellement, avec nos instruments, de commencer à détecter des planètes qui sont dans cette fameuse zone habitable. Alors on va revenir, puisque c'est au cœur, je dirais, de l'exposé de ce soir, c'est après d'aller plus loin et puis se poser des questions. Est-ce qu'on est capable de chercher éventuellement la vie? D'abord, est-ce qu'elle peut exister? Et si oui, comment la chercher? Alors ici, bon, vu ces ennuis d'ordinateur, ma petite animation aussi, elle est ratée, mais on va l'expliquer. Quand vous avez une étoile ici, et puis des planètes à très courte période qui tournent autour, eh bien, vous avez une chance non négligeable que la planète passe devant l'étoile. Alors, c'est symbolisé ici. Et donc, évidemment, quand la planète se trouve devant l'étoile, eh bien, si vous mesurez la luminosité de l'étoile en fonction du temps, eh bien, il y a une petite baisse de la luminosité. Ben, c'est une sorte de mini-éclipse. Si c'était une grosse planète qui passe devant l'étoile, ben, il y aurait une grosse éclipse, il ferait sombre et tout. Comme la planète est tout petite, évidemment, la baisse de luminosité n'est pas importante, elle est très faible. Peut-être, par exemple, Jupiter est 10 fois plus petite que le Soleil, en dimension linéaire. Donc sa surface, c'est 1/10 fois 1/10, c'est 1/100 du disque du Soleil. Donc si vous pouviez voir passer Jupiter devant le Soleil, eh bien vous auriez une baisse de 1% de la luminosité du Soleil. Donc voilà, ça c'est typiquement l'idée de cette méthode qui a été prédite déjà donc une dizaine d'années. Et l'intérêt de cette technique, c'est que la mesure des vitesses nous donne accès à la masse de la planète. Cette technique nous donne accès à la dimension de la planète. Quand vous avez ces deux quantités, vous pouvez calculer la densité moyenne et vous commencez à avoir des idées. Est-ce qu'elle est gazeuse? Est-ce qu'elle est rocheuse? Est-ce qu'elle est faite de glace? Et on avait découvert, en fait, indépendamment, 2 groupes qui travaillaient dans le domaine, avaient découvert la même étoile avec une planète de période 3 jours et demi, donc proche de l'étoile, donc un bon candidat pour espérer trouver un transit, donc le passage de la planète devant l'étoile, et exactement au moment prédit par les vitesses, eh bien, on voyait à quelques minutes près, eh bien, la planète passait devant l'étoile avec une baisse de l'ordre de 1,5% ici, et on avait réellement la preuve que la densité de cet objet était 0,3 grammes par centimètre cube, la densité moyenne, c'est-à-dire moins que la densité de l'eau, moins que la densité moyenne de Saturne. Donc on avait la preuve directe qu'il s'agissait vraiment d'une planète comme gazeuse. Nos collègues américains ont eu la très bonne idée de demander le télescope spatial pour remesurer l'année suivante la même étoile, mais ils ont dû bricoler parce qu'il n'y avait pas d'instrument qui
qui étaient faits pour ce genre d'exercice, et ils ont tout à fait astucieusement utilisé un autre instrument pour le faire. Et voici. Donc là, il y a un changement d'échelle, là, ici. Donc c'est la luminosité en fonction du temps. Là, la même chose. Seulement, ils ont changé l'échelle ici. Et regardez la qualité des données que vous pouvez obtenir depuis l'espace, parce qu'il n'y a pas l'atmosphère terrestre, quand la planète passe. Je vous dis que ça, c'est un centième, hein, à peu près, un centième et demi. Donc, c'est une qualité incroyable. Pourquoi j'insiste là? Ce n'est pas un détail. Parce que ça veut dire que si une planète géante peut être détectée avec une telle précision, eh bien, vous vous dites, tiens, on pourrait peut-être détecter des planètes beaucoup plus petites, donc peut-être des terres. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais peut-être avant de parler de ces développements plus récents, regardons ce diagramme, puis on va l'expliquer, il n'est pas compliqué. Vous avez des gens qui sont capables, je dirais des géologues, le terme géologue n'est pas du tout adéquat, c'est plutôt des planétologues, c'est-à-dire des théoriciens qui étudient les planètes et qui sont capables de maîtriser la physique des rochers à très haute pression, ou des métaux à très haute pression, etc., et de construire dans l'ordinateur, avec les lois de la physique, la relation qui lie le rayon d'une planète à la masse d'une planète. Alors, si vous imaginez d'abord, vous mettez dans l'ordinateur, vous avez toute la physique voulue pour faire ce genre de calcul, vous imaginez de faire le calcul de la dimension d'une planète faite que de fer quand la masse augmente. Remarquez, c'est pas comme ça paraît aberrant, dites-vous. Pourquoi? Ces scientifiques, qu'est-ce qu'ils inventent d'étudier une planète faite que de fer? Comment dire, Mercure, c'est à peu près, je ne sais plus le chiffre exact, 70% que de métal. La couche de rocher est petite par rapport à la masse de métal. Donc, ce n'est pas du tout un exercice vain. Eh bien, une planète qui serait faite que de fer, eh bien, ici, le rayon, en fonction de la masse, se comporterait comme ceci. Si vous refaites l'exercice avec des rochers, eh bien, vous avez une courbe comme ceci. Et on voit bien que Vénus et la Terre se trouvent bien entre rocher et métal. Si c'était que de la glace, eh bien, on aurait une courbe comme ceci. Et si on rajoute 10% d'atmosphère d'hydrogène, on sera un peu plus haut. Et vous voyez bien qu'Uranus et Neptune, comme je vous l'ai dit, c'est bien des planètes de glace. Elles ont une petite atmosphère qui les font un peu plus grandes que si c'était qu'une boule de glace. Et récemment, on a découvert une planète extérieure, donc autour d'une autre étoile, qui tombe exactement tout à fait proche de Uranus et Neptune. Et puis ici en haut, eh bien, il y a toutes les planètes qui sont comme Jupiter et Saturne, faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Donc on voit bien que la combinaison des vitesses mesurées par spectroscopie, effet Doppler, et des transits nous permet d'étudier la planétologie comparée. Donc on ne les a toujours pas vues, hein, ces planètes, mais on est déjà capable de dire plus ou moins leur nature physique. Donc voilà, objectif suivant, ça c'est un objectif belge, un objectif Terre. On aimerait trouver des vraies terres. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer la difficulté monstrueuse de ce problème-là. Ici, vous avez une image du Soleil prise simplement dans une longueur d'onde un peu particulière qui montre que le Soleil est un astre compliqué. C'est en fait une énorme boule de gaz avec des cellules de gaz à plus de 1000 degrés, assez chaud, qui montent à plus de 1000 mètres par seconde. Et puis il y a d'autres régions qui s'enfoncent à la même vitesse. Donc, comment dire, c'est une énorme zone convective où le gaz chauffé depuis dessous monte et descend. En plus, vous le savez, il y a des phénomènes magnétiques ici, donc le mouvement du gaz est affecté par le champ magnétique. Il y a des éruptions ici. Or, quand on dit qu'on mesure la vitesse d'une étoile pour détecter les planètes, on mesure la vitesse moyenne de tous ces atomes-là. Et quand on vise à mesurer, alors juste pour voir un exemple, la Terre ne fait bouger le Soleil qu'à la vitesse de 8 cm par seconde. Donc c'est juste pour montrer que la Terre, elle est tellement petite qu'elle ne fait pas beaucoup bouger le Soleil. Jupiter, elle fait bouger le Soleil
à peu près à 11 mètres par seconde. On est capable de mesurer ça assez facilement aujourd'hui, mais la Terre, 8 cm/seconde, c'est l'horreur pour mesurer la variation de la vitesse du Soleil ou d'une autre étoile. Mesure comme ça. Et puis alors, juste pour voir le rapport des tailles, ça c'est, disons si ça c'est la taille du Soleil, ça c'est celle de Saturne et de Jupiter, mais ici ça c'est des planètes rocheuses. Et la grande, la Terre, elle est là. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses tellement petites que ça rend la détection de ces planètes analogues à la Terre extrêmement difficile. Alors, maintenant, est-ce qu'on a des raisons de croire qu'il existe des planètes très légères comme la Terre? Alors, il y a d'autres théoriciens, d'autres collègues, qui sont capables d'essayer, je dirais, de suivre la théorie de Safronov, mais bien plus évoluée, évidemment, avec ce qu'on fait maintenant, et de prédire a priori par la loi de la physique quels sont les types de planètes que l'on peut former dans des conditions raisonnables et réalistes. Et puis là, dans un diagramme, ils font des diagrammes où on met ici la masse, et puis ici on met la distance entre la planète et l'étoile. Ce serait la distance Terre-Soleil. Alors ce qu'il faut voir, oui, on peut comprendre la formation de planètes géantes, gazeuses comme Jupiter et Saturne. Ce seraient des planètes. 300, c'est 300 ici, ce serait Jupiter. Ce serait par ici, Jupiter, par ici, etc. Mais regardez, je dirais la seule chose qu'il faut regarder dans ce diagramme, c'est le bas du diagramme qui est tout noir. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de comprendre et d'expliquer la formation de petites planètes. Ce que l'on détecte aujourd'hui avec tous mes collègues qui travaillent dans ce domaine, les planètes géantes, ce n'est que le sommet de l'iceberg. La plus grande quantité de planètes qui doit exister dans l'univers sont des planètes de petite masse. Donc, c'est extrêmement stimulant. Ça vaut la peine de les chercher. Avec ce spectrographe qu'on a mis en service au Chili, spectrographe HARPS, donc il mesure avec une grande sensibilité la vitesse des étoiles, eh bien, on a découvert qu'au moins le 30% des étoiles qu'on a mesurées, eh bien, ont des planètes qu'on appellerait des super-terres ou des Neptunes, des planètes de quelques fois la masse de la Terre. On n'a pas encore la sensibilité pour mesurer des planètes comme la Terre. Donc oui, il existe un grand nombre de planètes géantes, gazeuses ou rocheuses dans l'univers. Juste pour montrer un diagramme un peu, je dirais, qui résume l'historique plutôt. Ici, vous mettez la masse des planètes découvertes en fonction des années de leur découverte. Alors, il y a différentes techniques, je ne vais pas tout expliquer les symboles. Les symboles jaunes, c'est des planètes détectées par la méthode des vitesses radiales, donc celle que j'ai décrite précédemment. Alors, ce qu'il faut voir, ça c'est, parce qu'il l'a, ça c'est la découverte de 51 Pégase ici, qui était un petit peu plus légère que Jupiter, et à partir de là, on voit l'énorme flux de découvertes qui s'est passé. Actuellement, 350 planètes qui ont été découvertes au cours des dernières années. Mais ça, c'est un des aspects du problème. Le fait, évidemment, qu'on sache qu'elles existent tout d'un coup, ça a été un stimulant énorme pour tous les gens qui travaillent dans le domaine. Mais l'autre fait important ici, regardez la limite inférieure. Et puis là, c'est une échelle qui est sévère. Ça, c'est 1, 10, 100 000. Donc, c'est une échelle logarithmique. Et donc, on voit qu'au cours des dernières années, eh bien, on a été capable de détecter des planètes de plus en plus légères. Et entre autres, celle-ci là, eh bien, c'est la fameuse planète que j'ai montrée précédemment, avec un petit peu moins de 2 fois la masse de la Terre. Donc, on voit tout à fait qu'on s'approche de ce but de la détection des planètes telluriques. Alors, quand on les aura, on ne sait pas, mais disons, si on fait confiance à ce genre de progrès ici, eh bien, on peut imaginer que d'ici une année ou deux, on devrait y arriver. Je reviens en arrière à cette technique des transits en utilisant la remarque que j'ai faite, à savoir, vu que le fait d'aller dans l'espace nous donne une telle précision, une telle capacité de mesurer très précisément la forme de l'éclipse au moment où la planète passe devant l'étoile, ça c'est une planète géante gazeuse,
on se dit qu'un Neptune devrait faire une baisse à peu près comme ceci, et une Terre devrait faire une baisse aussi petite que ça. La Terre, par rapport au Soleil, c'est 1/100 du rayon du Soleil. Donc la surface de la Terre, c'est 1/100 fois 1/100, c'est 1/10 de la surface du Soleil. Donc il faut voir que ça, c'est non seulement, avant je vous disais, c'est difficile de les trouver par les vitesses, mais par les transits, eh bien, c'est aussi difficile, parce que simplement elles sont petites, ces planètes. Alors il y a eu deux missions qui ont été conçues. La mission Corot qui a été lancée il y a 2-3 ans par le Centre spatial français avec l'aide de l'ESA, et puis il y a 2-3 mois, eh bien, une autre sonde qui a été lancée par les Américains avec la NASA qui s'appelle Kepler, qui est plus ambitieuse en termes de diamètre. Actuellement, elle fonctionne, mais elle n'a pas encore donné de résultats scientifiques, mais les rumeurs veulent qu'elle marche super bien. Et ces deux missions, alors ça c'est une découverte qui a été faite par le satellite Corot, ici, avec un Jupiter qui passe devant une étoile, et une autre planète qui a 1,7 fois le rayon de la Terre. Donc on voit qu'on est capable, depuis l'espace, alors que c'est un tout petit télescope, il a 25 cm de diamètre, le télescope Corot, on est parfaitement capable de détecter le passage de... C'est un peu plus gros que la Terre. Je ne sais pas exactement encore la masse, on est en train encore d'analyser les mesures de vitesse. Disons que ça pourrait être autour de 5 fois la masse de la Terre. Donc voilà, ce n'est pas encore des terres, mais on s'en approche. Kepler a l'ambition de trouver réellement de plus petites planètes de la masse de la Terre. Donc imaginons, on voit qu'on y arrive, on fait vraiment des gros progrès. Est-ce qu'on est capable de détecter la vie sur de telles planètes? Alors ça paraît complètement déraisonnable de poser une telle question, parce que, comment dire, je vous dis qu'on n'est même pas capable de les voir, on n'est même pas à peine capable de les détecter par des techniques comme ça, et puis maintenant on se pose déjà la question de détecter la vie éventuelle sur de telles planètes. Alors donc j'ai mis en évidence avant, et c'est toujours on met en évidence cette condition, qu'il faut que l'eau soit sous forme liquide pour que la chimie compliquée de la vie ait une chance de se développer. Alors pourquoi ceci? Eh bien, il faut voir que la vie, c'est quoi? Dans sa forme la plus minimaliste, c'est comment dire, c'est une petite machine, un petit organisme qui est capable d'échanger de l'énergie avec son environnement, de se reproduire en donnant la recette comment fonctionner, et puis en donnant l'information comment encore se reproduire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc vous devez stocker dans un tout petit organisme, prenons une unicellulaire, l'information comment fonctionner, comment se reproduire et transmettre l'information aux générations suivantes. Donc vous voyez, c'est d'une complexité énorme. Vous devez stocker l'information pour tout ceci. Et c'est compliqué, toute l'information requise. Et actuellement, on n'a pas trouvé d'autres manières de stocker cette information que sous forme de longues chaînes moléculaires. Si vous chauffez à trop de température des chaînes moléculaires, elles vont se casser. C'est ce que n'importe quelle ménagère sait, que quand elle veut stériliser quelque chose, il faut chauffer pour tuer la vie. Si inversement, vous refroidissez, c'est ce que vous faites quand vous mettez vos aliments dans un congélateur, vous ralentissez toute la chimie de la vie. Et en fait, il y a ce domaine de l'ordre de environ qui correspond où l'eau se trouve sous forme liquide, qui correspond au domaine où, vous pouvez former des choses compliquées chimiquement, et d'autre part, ne pas les détruire. Donc, ce n'est pas du tout gratuit d'imposer la zone habitable, la zone où l'eau peut être liquide. En plus, l'eau, c'est un solvant incroyable qui favorise les réactions. Mais ce que je voudrais juste esquisser un tout petit peu, je ne vais pas ouvrir complètement le sujet, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la vérité. Au sens qu'on a déjà mentionné qu'il fallait que la planète soit suffisamment massive pour ne pas perdre son atmosphère. Si elle perd son atmosphère, ce qui est arrivé à la Lune,
qui arrivait à Mars, etc., eh bien, la vie n'est plus possible non plus. Donc, ça, on voit qu'il y a d'autres conditions. Et je veux juste vous en montrer une qui est un tout petit peu plus technique, mais je crois qu'elle est quand même intéressante à voir dans ce contexte. L'atmosphère de la Terre, au début de l'origine de la Terre, il y a 4 milliards d'années, il y a plus, c'était 96%. Allez, vous comprenez 96 ici? Ou 96? Comment dire? 96% de CO2, de dioxyde de carbone. Comme n'importe qui le sait maintenant, un gaz à effet de serre terrifiant. Et heureusement, on en dit beaucoup de mal maintenant, mais à l'époque, c'était au contraire ce qui a sauvé la suite du processus, parce que le Soleil était 40% plus faible qu'il n'est maintenant. Le réacteur nucléaire qui était au début de la vie du Soleil ne fonctionnait qu'à 60% de son efficacité aujourd'hui. On peut l'expliquer pourquoi, par la physique des étoiles. Donc, si aujourd'hui vous baissiez la luminosité de 40% du Soleil, tout gèle, tous les océans, tout gèle, plus de vie, comme ça. Qu'est-ce qui a sauvé, entre guillemets, la possibilité de faire quelque chose d'intéressant sur Terre au cours du temps? C'est ces fameux 96% de CO2 qui ont protégé la Terre et qui ont maintenu une très haute température, enfin relativement haute température. Tout va bien, on a ça. L'ONU, c'est qu'il y a une réaction chimique qui dit, réaction qui a été trouvée par M. Urey, chimiste, eh bien, que du CO2 en présence de rochers, de silicates et de l'eau fabrique de la silice et des carbonates. Et tous les carbonates, c'est calcaire. Et vous formez des calcaires à partir de votre CO2. Et c'est ce que l'on montre ici. Vous mettez le pourcentage du CO2 en fonction des années, en milliards d'années, et vous voyez que le CO2 démarre de ces 96%, whoop, et dégringole. Et le résultat, c'est qu'avant même que votre réacteur nucléaire ait pris toute sa puissance pour compenser la baisse du CO2, eh bien, il commence à faire très très froid. Plus l'effet de serre ici. Heureusement, qu'est-ce qui sauve la situation? Les volcans, la tectonique des plaques, parce que quand les continents passent sous un autre continent, les silicates qui ont été formés vont partir en profondeur et réinjecter du CO2 dans l'atmosphère terrestre, et donc maintenir un niveau de CO2 toujours suffisamment adéquat pour qu'il y ait un effet de serre suffisant pour maintenir la température à un niveau commun. Donc on a vu distance adéquate de l'étoile, masse de la planète suffisante pour ne pas perdre l'atmosphère, mais aussi tectonique des plaques. Autrement, ça ne marchera pas. Voilà. Juste pour dire, à coup sûr, il y en a d'autres. Il y a encore le champ magnétique pour protéger des rayons cosmiques, etc. Donc on voit bien que la notion d'habitabilité est beaucoup plus compliquée que simplement être à la bonne distance d'une étoile. Voilà. Donc, je dirais, quand on regarde ce diagramme, on se dit qu'on a eu beaucoup de chance. Ça, on va passer. Elle revient à la vie. Voilà, la voilà. Non, il y en a encore d'autres. Désolé. Juste vous dire que sur Mars, je voulais vous montrer que avant d'aborder le problème, de la vie sur d'autres étoiles, d'autres planètes autour d'autres étoiles, eh bien, est-on sûr que dans le système solaire, on ait épuisé
les endroits où la vie puisse exister. Et en fait, vous le savez tous, parce que c'est toujours tous les journaux en sont pleins, année après année, il y a des sondes spatiales qui partent en direction de Mars pour explorer un aspect ou un autre. Alors ça peut être de chercher, de faire de la cartographie détaillée de la surface de Mars pour voir ces fameux canyons produits de l'érosion par de l'eau qui a coulé. Il y a 3,8 milliards d'années, l'eau coulait sur la planète Mars, elle n'avait pas encore perdu son atmosphère, et donc on peut se poser la question, si à l'époque l'eau coulait, donc je dirais en prenant un abus de langage, il faisait bon, il faisait agréable d'être sur Mars, il y avait une atmosphère, la température était agréable, l'eau coulait, est-ce que la chimie compliquée de la vie a eu une chance de faire démarrer à temps des organismes vivants? On n'en sait rien, mais toutes ces missions qui vont vers Mars ont pour but d'essayer de retrouver des évidences dans le sol, dans les roches, d'une vie passée sur Mars. Évidemment, ça s'est mal terminé, hein, là, après quand elle a perdu son atmosphère. Cela dit, si des bactéries, mettons la forme la plus élémentaire de vie, une forme unicellulaire, se sont développées sur Mars, est-ce que vous êtes sûr que dans le profond de Mars, dans les failles rocheuses profondes, vous n'avez pas encore aujourd'hui des possibilités de vie, pas de vie fossile, de vie réelle, de bactéries, comme ça? Sur Terre, on a des bactéries très très profondes dans les roches, comme ça. Mars a connu une époque où le volcanisme était extrêmement actif, donc il y a de la chaleur en profondeur dans les roches de Mars, et d'autre part, on sait qu'il y a un permafrost. Il y a de l'eau dans la surface de Mars. Et ici, vous avez par exemple une cartographie qui a pu être établie de la quantité d'eau qui se trouve dans le mètre superficiel. Alors évidemment, c'est vu que c'est fait par satellite, par irradiation, et puis on reprend ce qui revient, qui est rayonné. Mais c'est juste pour dire qu'on est certain qu'il y a de l'eau sur Mars. Et puis alors malheureusement, ce soir, c'est pas un soir où l'informatique collabore. Voilà, juste, il manque les plus belles photos. Juste pour dire que cette thématique de la recherche de la vie déjà dans le système solaire va être au centre des préoccupations des agences spatiales au cours des prochaines années. Ici, vous avez une sorte d'agenda de l'exploration vers les satellites de Jupiter et de Saturne, puisque là aussi, on avait vu au début de la conférence la surface d'Europa, qui est un des 4 satellites galiléens de Jupiter, une surface complètement, coupée d'une structure comme une banquise, et donc on a acquis au cours du temps la certitude que le satellite Europa, malheureusement qu'il y a une des dia qui a mal supporté le transfert d'ordinateur, eh bien, a un océan sous cette structure, sous cette banquise de glace. Alors vous allez me dire pourquoi, comment c'est possible? Jupiter est 5 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre. 5 fois, donc ça veut dire par mètre carré, Jupiter reçoit 25 fois moins d'énergie qu'on en reçoit sur Terre. C'est terrifiant. Si vous baissez de 25 fois la quantité du Soleil sur Terre, ici, tout gèle, absolument tout gèle. Comment c'est possible qu'il existe encore un océan sous la banquise d'Europa? Et ça, c'est un très beau résultat de la physique. Vous voyez, ici, je dirais, nous, on est chauffés par la chaleur du Soleil. Eh bien, là-bas, l'océan d'Europa n'est pas chauffé par la chaleur du Soleil, mais il est chauffé par les effets de marée. Alors, je vais expliquer ce qui se passe. J'ai pas assez de main pour tenir le micro, faire si vous avez Jupiter ici, vous avez 4 satellites qui tournent autour. Ces satellites se perturbent légèrement les uns les autres. Donc, l'orbite des satellites ne peut pas rester parfaitement circulaire. Comme la forme du satellite est obligée par les lois de la mécanique de se mettre en équilibre avec la force de Jupiter.
Mais s'il a une orbite excentrique, des fois le satellite est un peu plus loin, des fois il est un peu plus près. Donc le résultat, la forme est obligée de changer en permanence. Et quand vous faites ça, enfin, d'une manière un peu imagée, hein, vous pétrissez par ces variations du champ de force, vous pétrissez la planète. Et c'est tellement efficace que vous arrivez à faire que les roches au centre de Io soient maintenues liquides et il y a des volcans actifs. Donc vous arrivez à chauffer suffisamment par ce moyen-là pour faire des volcans. Europa, c'est un peu moins efficace, mais vous arrivez quand même à faire de l'eau liquide. Et donc, si l'océan existe sous la banquise d'Europa, eh bien c'est simplement parce qu'il y a ces camarades satellites qui perturbent en permanence son orbite. Alors voilà, donc juste pour dire, on ne va pas décrire la totalité de toutes ces missions, mais là, l'ESA et la NASA vont se grouper, se coordonner pour avoir un programme extrêmement ambitieux qui pourrait étudier ces régions où potentiellement il y a quelque chose qui s'est développé dans le domaine de la chimie de la vie. Puis ça peut être sur Europa, Callisto, Ganymède, il y a énormément de sites potentiels qui sont intéressants dans ce contexte. Il y a un autre de ces satellites, c'est Encelade, qui a des geysers aussi. Voilà. Il y a des lacs de méthane sur Titan, etc. Donc, à coup sûr, on entendra encore parler de ce genre de mission qu'on a. Alors maintenant, je vais essayer de terminer avec ce diagramme. Je vous épargne rien du tout sur les diagrammes. On mentionnait le rôle absolument critique du CO2, le rôle qu'il a joué pour le contrôle de la température de la Terre. Alors maintenant, il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, il y a eu des sondes qui sont partis dans des régions extérieures du système solaire, qui ont regardé dans l'infrarouge, rayonnement infrarouge, le rayonnement émis par Vénus, par la Terre et par Mars. Ces trois planètes rocheuses, nées au même moment par les mêmes mécanismes, qui ont eu une atmosphère qui a été créée par des impacts de météores et de comètes, donc une atmosphère primitive identique. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Vénus et Mars, 96% de CO2, la Terre, 4/10 millième de CO2. Sur Vénus, 0% d'oxygène, sur Mars, 0% d'oxygène, sur Terre, 20% d'oxygène. Et alors, c'est là les chimistes des atmosphères nous disent c'est complètement anormal. En sens que 20%, la Terre ne devrait pas avoir 20% d'oxygène. Pourquoi elle ne devrait pas avoir 20% d'oxygène? Parce que l'oxygène est un corps chimique tellement actif qu'il n'a qu'une envie, c'est de se lier aux roches pour faire des oxydes. Et il n'existe aucun mécanisme découvert dans l'arsenal de la chimie physique ou de la physique pour expliquer la formation de 20% d'oxygène. On peut en former un tout petit peu, mais on en forme tellement peu qu'à peine on l'a formé, il se lie avec les roches plus vite, et donc vous n'arrivez pas à l'accumuler par ce mécanisme-là. Donc pour accumuler 20% d'oxygène, eh bien il n'y a qu'un seul mécanisme qui peut le faire, c'est la chimie biotique, c'est-à-dire la chimie de la vie, qui est capable d'expliquer la présence de 20% d'oxygène. En gros, en utilisant un terme un peu galvaudé, je dirais, l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, c'est une pollution de l'atmosphère due à la vie. Enfin, on est bien d'accord, il n'y a rien de péjoratif dans ce terme. Et donc, imaginez que vous êtes maintenant à quelques dizaines d'années-lumière, vous regardez le système solaire, vous avez des instruments adéquats, et vous regardez, vous faites le spectre de Vénus, vous faites le spectre de la Terre, le spectre de Mars, et vous découvrez dans l'infrarouge, qu'un infrarouge est à peu près le même type d'infrarouge qu'on rayonne nous. Hein. Comment dire, on rayonne. Hein. Vous savez bien que dans le noir, vous seriez capable de détecter, en tout cas un serpent serait tout à fait capable de vous détecter par le rayonnement infrarouge que vous émettez. Eh bien, il y a une signature spectrale qui nous dit qu'il y a
de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Donc, imaginez que vous êtes capable d'envoyer des sondes, des satellites autour de la Terre qui permettent de détecter cette caractéristique. Eh bien, vous pourriez dire, sans y aller, parce qu'il n'est pas question d'y aller, eh bien, il y a de la vie, très probablement de la vie, sur cette planète ici, sans même y aller. Alors, maintenant, on revient à la question. On n'est pas capable de voir les planètes. Pourquoi? Parce qu'on est ébloui. Eh bien, des ingénieurs, des opticiens futés ont inventé un concept qui permet de répondre à cette question. Eh bien, si on a plusieurs satellites qui, au même moment, regardent en direction de la même étoile, eh bien, ils sont capables, par une ruse de physique, je dirais, d'éteindre la lumière de l'étoile. Alors, je vais essayer, j'ai besoin de 2 mains. Alors, je vais poser le micro, mais je parlerai très fort. Alors, je fais le dessin seulement avec 2 mains, donc 2 satellites, parce que je n'ai pas plus de mains. Ce satellite regarde en direction de l'étoile et enregistre une onde électromagnétique, c'est comme ça qu'on peut dire pour la lumière, il y a cette onde. Au même moment, ce satellite regarde la même étoile et enregistre la même onde électromagnétique, mais par une ruse de physicien, vous arrivez à changer de signe de manière que c'est stable. Et après, vous envoyez le tout dans le satellite du milieu et vous faites la somme de cette onde-là et de cette onde-là, et le résultat, c'est rien. Mais non, l'esprit humain se rebelle à l'idée que quand vous avez deux satellites, 2 miroirs, que vous ramenez la lumière au même endroit, ça ne fasse rien du tout, eh bien, c'est ce que l'on peut faire par ce phénomène-là. Mais cette condition qui permet d'annuler le rayonnement n'est pas valable juste à côté. Et heureusement, puisque c'est ce que l'on veut pour voir les planètes. Donc, ce concept-là est déjà au stade d'études industrielles, et donc, il est parfaitement possible, dans le futur, parce qu'on ne peut pas le faire tout de suite, parce que techniquement, il y a encore beaucoup à étudier, il est possible, de voir les planètes, même petites, d'étudier leur atmosphère pour détecter la composition chimique de leur atmosphère. Donc, on sera capable, d'ici quelques années, d'étudier la composition chimique de ces tout petites planètes et éventuellement répondre à la question posée par Épicure, vous voyez ici, plus de 2000 ans, à savoir de la pluralité possible de mondes habités. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, c'est simplement un domaine de la science. Merci. Et puis, je suis vraiment navré que quelques perturbations ont affecté. On a dû passer d'un ordinateur à l'autre. On va passer, si vous voulez bien, en séance de questions. Peut-être que vous pourrez utiliser les micros qui sont là. Qui ouvre le bal? Claude? Tout d'abord, merci d'avoir été si compréhensif envers nos petits ennuis techniques. Et merci pour la conférence qui était vraiment très intéressante. Vous avez parlé de la possibilité de détecter l'oxygène ou d'autres molécules. Est-ce qu'on pourrait imaginer détecter des molécules plus complexes comme la chlorophylle, par exemple, qui serait une signature presque certaine de la vie à ce moment-là? Oui, comment dire, c'est clair, j'ai focalisé la discussion sur cette transition de l'ozone. Enfin, l'ozone, c'est une forme de l'oxygène, enfin, c'est 3 atomes d'oxygène. Comment dire, il y a d'autres possibilités. Simplement, l'ozone était la chose la plus facile. Parce que, comment dire, il ne faut pas oublier qu'une planète, elle n'envoie pas beaucoup de photons, donc c'est clair qu'on ne peut pas faire une belle analyse chimique comme on voudrait, mais c'est clair qu'on aimerait détecter le méthane, on aimerait détecter des oxydes d'azote. Donc il y a différents types de corps chimiques qui seraient, comment dire, si on pouvait tous les détecter, ce serait presque comment dire, en termes juridiques, comment dire, un faisceau de preuves accablant, enfin, je ne sais pas. Alors, à part ça, il y a la transition de la chlorophylle, c'est-à-dire que
alors on ne peut peut-être pas exiger la chlorophylle, parce que ça c'est peut-être trop fort, hein, parce qu'on sait que les mécanismes de photosynthèse peuvent utiliser différents types. Il y a les algues rouges, etc. Donc le détail n'est pas le même, mais ça se traduit dans le rayonnement par le fait qu'il y a une sorte de discontinuité d'absorbant liée à la chlorophylle. Et donc actuellement, il y a déjà des gens qui essayent de faire ça, en gros, d'une manière assez amusante. Ils regardent la lumière réfléchie par la Terre sur la Lune en fonction de la position de la Terre. Évidemment, il y a plus ou moins de continents avec forêts qui réfléchissent la lumière, et ils essayent de voir si dans le spectre de la lumière cendrée sur la Lune, eh bien, on est capable déjà, ici, évidemment c'est un cas facile parce qu'il y a beaucoup de lumière, hein, mais est-ce que déjà on est capable de détecter le passage de continents avec végétation lié à ce phénomène? Donc oui, il y a des gens qui essayent de chercher selon ces lignes. Après, c'est un problème, à coup sûr c'est possible. Le problème, est-ce que c'est réalisable parce que l'effet peut être hyper petit? Ça, je ne sais pas. Alors. Oui. Lorsqu'on voit sur les schémas les objets, je veux dire objets, c'est parfaitement sphérique. Est-ce que comment les objets qu'on voit, donc les planètes ou les astres qu'on voit sur les clichés, sont-ils vraiment totalement sphériques ou bien ils sont déformés aussi au nord et au sud, en supposant qu'on leur attribue un nord et un sud, comme la Terre qui est un peu aplatie au pôle au pluriel. Si je prends un homme à l'équateur qui pèse 50 kilos, au nord il va peser peut-être 49,2. Est-ce que le mécanisme est le même sur les planètes que l'on voit, les parfaites sphères qu'on a vues? Et la déformation en fait de la Terre est due aux champs magnétiques qui sont provoqués par le liquide qu'il y a dedans, la Terre. Est-ce que ça existe aussi sur les planètes qu'on voit là-haut, enfin, sur les objets, je veux dire les objets? Oui. Non, le fait que la Terre soit plus ventrue à l'équateur qu'au poste avec le rayon ou le diamètre équatorial soit plus grand que le diamètre polaire, ça c'est avant tout un phénomène de la rotation. Et donc tous les corps qui tournent, et là les planètes, il n'y a aucun doute qu'elles tournent aussi, eh bien doivent être légèrement plus ou moins aplaties. Et ça c'est simplement, je dirais, un sous-produit obligatoire de la gravitation. Hein. C'est-à-dire que la forme de la planète doit s'ajuster à la vitesse de rotation. Donc simplement l'œil n'est peut-être pas capable de voir cet aplatissement sur ces fenêtres, sur ces images. Mais comment dire, oui, à coup sûr, les planètes sont certainement plus ou moins aplaties. Et en fait, c'est le phénomène que je mentionnais par rapport à Io. Io est légèrement aplati, mais comme il varie en distance par rapport à Jupiter, il est plus ou moins aplati, et ce plus ou moins, c'est ce qui fait que vous chauffez. Voilà. Une autre question? J'ai lu hier qu'une équipe aurait détecté une planète autour d'une étoile, autour d'une autre galaxie, Andromède. Est-ce possible de déceler aussi des planètes autour d'autres galaxies? Oui, alors, paradoxalement, c'est possible. Je n'ai pas lu ce travail, mais enfin, je crois relativement que ça me paraît la seule possibilité. C'est par le phénomène dit de micro-lentilles. C'est-à-dire que si vous avez... la théorie d'Einstein nous dit qu'un rayon lumineux est courbé, sa trajectoire est courbée par la présence de masse. Et ça a été vérifié en 1919, par exemple, au voisinage du Soleil, eh bien, les rayons sont légèrement... la lumière émise d'une étoile lointaine est courbée par le champ de force du Soleil, la masse du Soleil plus exactement. Ce phénomène-là peut être utilisé en astrophysique. Il a été utilisé déjà depuis plusieurs années dans le contexte, entre autres, des planètes. C'est-à-dire si vous avez un fond d'étoiles très riche, vous avez beaucoup, beaucoup d'étoiles, et entre deux, vous avez une étoile qui passe, et que vous regardez depuis ici avec votre télescope,
Si par hasard, cette étoile passe d'une manière extrêmement bien alignée sur une étoile du fond, eh bien, elle va légèrement défléchir les rayons lumineux, comme le ferait une lentille en optique. Et votre œil serait au foyer de cette lentille. Et donc, le résultat, c'est que parmi, disons, les millions d'étoiles que vous avez sur votre cliché, tout d'un coup, vous en avez une dont la luminosité augmente et rediminue. Et c'est un phénomène purement lié à cet effet de focalisation des rayons lumineux. Et ça a été utilisé, on a découvert des tas de planètes par cette technique. Non, c'est plutôt on a découvert des systèmes complexes, plus des étoiles doubles et tout, dans la galaxie, parce que c'est des gens qui cherchaient d'autres choses par cette technique. Et donc, je sais qu'il y a certains groupes qui essayaient d'utiliser cet effet-là pour détecter des planètes dans Andromède. Alors, dans notre galaxie, ces gens-là, qui ont travaillé vraiment dur, c'est un travail de bénédictin, il faut regarder ce phénomène est tellement peu probable, il faut vraiment que ce soit tellement bien aligné que la probabilité est très faible. Donc, il faut avoir beaucoup d'étoiles, que vous regardiez toutes les 10 minutes, pendant des mois et tout, et ils ont découvert 8 planètes. 4 planètes un peu du type Jupiter, et 4 planètes qui sont, disons, depuis 5 fois ou 4 fois, je ne sais plus, la masse de la Terre, et quelques fois la masse de la Terre. Donc, oui, cette technique marche dans la galaxie, et j'apprends de votre part qu'apparemment, j'imagine qu'elle a été utilisée dans Andromède. Ça veut dire aussi qu'on ne voit pas, à propos d'Andromède, on ne voit pas l'étoile. La seule chose que vous voyez, c'est que, j'imagine, je n'ai pas lu ce que vous avez vu, mais très probablement, c'est qu'il y a un point de la galaxie qui devient très brillant pendant un petit moment et redescend. Donc, c'est-à-dire que c'est un effet qui est noyé dans la luminosité de toutes les autres étoiles, mais vous voyez cet effet d'amplification juste à un endroit donné. Comment dire? C'est un exploit, mais il faut voir que c'est un peu frustrant, parce que vous ne pouvez pas continuer à faire d'autres études après. Vous voyez, le phénomène est passé, il est passé. Vous avez montré des variations sinusoïdales de vitesse radiale d'étoiles, oui, mesurées par effet Doppler, mais statistiquement, on peut se dire, et vous parliez à ce moment-là d'un système binaire, une étoile et un soleil, si j'ai bien compris, mais statistiquement, il doit y avoir des systèmes planétaires plus compliqués. Alors, comment interpréter ces variations de façon plus fine? Oui, alors, c'est vrai que ce que j'ai montré était surtout des orbites circulaires ou quasi-circulaires, mais c'est un effet de biais lié à mon exposé, parce que, en fait, la majorité des exoplanètes découvertes ont des orbites excentriques. En fait, la majorité des orbites, alors, comment est-ce qu'on le mesure? Eh bien, quand vous avez une étoile ici et une planète qui tourne, si elle tourne exactement selon une orbite circulaire, vous avez une variation sinusoïdale de la vitesse. Si par contre elle a une orbite très allongée comme ceci, eh bien elle va accélérer quand elle passe très près de l'étoile, elle va aller lentement, elle va accélérer, elle va aller lentement. Et donc quand vous mesurez la vitesse, vous avez une courbe qui est hop, hop, comme ça. Et donc simplement la forme de la courbe vous donne la forme de l'orbite. Et actuellement, c'est un des grands problèmes actuellement, disons, dans le contexte des exoplanètes, c'est que le système solaire, avec ses 4 planètes géantes qui sont presque des orbites circulaires, il est vraiment très étrange. C'est-à-dire que presque tout ce qu'on trouve, c'est plutôt excentrique. Donc, alors maintenant, il ne faut pas me demander pourquoi le système solaire est différent des autres. Voilà, il est plutôt dans le bord. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres systèmes comme lui, mais c'est plutôt rare. D'autres questions? Oui. Vous avez cité 3 techniques, les lentilles gravitationnelles, la lumière qui diminue et alors les variations de vitesse. Est-ce qu'on a d'autres pistes, d'autres possibilités pour arriver à détecter ces choses qui ne sont rien du tout face à une étoile beaucoup plus brillante? Oui, bien sûr, il y a d'autres techniques.
Imaginez non pas que vous mesuriez la vitesse des étoiles, mais la position des étoiles sur le plan du ciel. Imaginez que vous ayez un œil absolument, d'une puissance infinie. Eh bien, probablement, vous verriez que toutes les étoiles oscillent. Pourquoi? Parce qu'elles tournent autour du centre de gravité et perturbées par des planètes. Donc, imaginons qu'on ait un œil incroyable, on verrait bouger toutes les étoiles dues à leur système planétaire. Le problème, c'est que cette petite oscillation de position est incroyablement faible. Mais actuellement, avec l'interféromètre du mont Palomar, que j'ai montré là, ces 4 télescopes et plus sur le mont Palomar, eh bien, actuellement, il y a un instrument qui est en construction, qui est même déjà en train d'être testé, qui vise à combiner la lumière de ces différents télescopes et mesurer d'une manière exquise la distance entre plusieurs étoiles. Alors, quand je dis exquise, il faut voir ce que ça veut dire. Le but, c'est de mesurer à peu près à 10 micro-arcs-secondes. Alors, évidemment, comme vous et moi, ça ne dit rien du tout. Qu'est-ce que c'est 10 micro-arcs-secondes? Alors, imaginez que je sois sur la Lune avec une allumette allumée, et puis je fais faire un tour de 1 cm de diamètre à mon allumette, et vous êtes au mont Palomar, et au mont Paranal, et vous mesurez la position de l'allumette depuis le sol, eh bien c'est ça, 10 micro-arcs-secondes, c'est une variation de l'ordre de 1 cm sur la Lune. Voilà, donc voilà, ça c'est la comment dire, à premier abord on se dit c'est pas possible, c'est de la folie. Eh bien, comment dire, oui, je crois que c'est possible. Ça, c'est les merveilles de la combinaison astucieuse de la lumière qui permet d'arriver à des précisions absolument hallucinantes en interférométrie. Un peu de la même manière que la combinaison de la lumière de ces 4 satellites ou plus permettra de justement éteindre la lumière de l'étoile. C'est une autre, astuce pour arriver à faire des choses incroyables. Il y avait une autre question tout à l'heure? Oui. Bonjour. Je voudrais savoir, quand on détecte des exoplanètes par l'interférométrie, il faut évidemment se focaliser sur une seule longueur d'onde. Et je voudrais savoir dans quelle gamme de longueur d'onde on travaille. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu encore une seule planète détectée par interférométrie. Donc actuellement, je ne peux pas vraiment répondre à quelle longueur d'onde sera choisie, parce que pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc comme ça, il y a eu une annonce le mois dernier d'une planète détectée par astrométrie. Donc c'est réellement le mouvement de l'étoile sur le plan du ciel, mais pas par interférométrie. Ils ont simplement, je dirais, fait entre guillemets, des photos de haute précision, quoi, comme ça. C'est une étoile de très petite masse qui s'appelle VB10, qui a été vue bouger supposée avec une planète de 260 jours, je crois, de période et tout. Mais en interférométrie, il y a eu des étoiles doubles qui ont été mesurées. Il y a eu un interféromètre test qui a été construit au Palomar il y a quelques années, où ils ont mesuré le mouvement relatif de 2 étoiles doubles. Les planètes, c'est encore pour le futur. Alors, à part ça, je peux dire globalement, les longueurs d'onde, c'est dans l'infrarouge proche. Simplement parce que, actuellement, en tout cas, l'interféromètre du Paranal, c'est dans ce domaine-là qu'il va travailler. Essentiellement, probablement à 2 microns. Donc, il y avait une question de quelqu'un de ce côté-ci, je ne sais pas qui avait demandé. Là-bas, oui. Merci. Donc, c'est très probable, dans quelques années, on va découvrir une planète comme la Terre. Vous avez monté 2000, 2005, 2006, 2009. Dans quelques années, il est très probable qu'on va découvrir donc une planète de la Terre, comme la Terre. Comment va réagir le monde scientifique ou comment... Supposons que vous allez découvrir une planète. Voilà, demain, vous l'avez trouvée.
comment vous allez... Je crois que si c'est seulement une planète qui a une masse de la Terre, il y aura certainement un certain intérêt médiatique, je dirais, parmi mes collègues, mais comment dire, ce ne sera pas fabuleux. C'est-à-dire, en ce sens-là, je serais tenté que je connais personne qui doute de l'existence de planètes de petite masse. Si en plus, cette planète de la masse de la Terre est dans la zone habitable, tout d'un coup, les gens seront plus intéressés. Mais là encore, personne ne doute que parmi les millions de planètes de petite masse qu'on peut prédire, il y en aura un certain nombre qui seront à la bonne distance de leur étoile. Je crois que le problème que vous soulevez s'adresse plutôt au problème le jour où on aura découvert de la vie sur une telle planète. Alors, on en est encore loin. Hein. D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça existe ou pas? Ça, je ne veux pas le dire, il faut regarder. Hein. Mais admettons même que d'ici 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, on arrive avec un spectre infrarouge d'une exoplanète fait par une mission comme celle qui a été esquissée, qui montre une transition de l'oxygène ou d'autres choses qui nous disent oui, il doit y avoir de la vie. Je pense qu'il y aura un énorme engouement, discussion et tout, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va vraiment comment dire, révolutionner je dirais, l'aspect réellement important, c'est un aspect philosophique, à savoir la vie n'est pas limitée à cet endroit ici dans l'univers, mais c'est un phénomène, comment dire, je dirais peut-être pas, qui est omniprésent dans l'univers quand les conditions sont réalisées. C'est-à-dire que la vie est diverse et n'existe pas ailleurs dans l'univers. Maintenant, prédire sociologiquement quelle sera la conséquence d'une telle découverte, ça dépendra s'il y a une finale du mondial ce soir-là ou pas. Ça, c'est... Oui, je voudrais savoir s'il y a un rapport entre la métallicité des étoiles et la présence d'exoplanètes. Et pourquoi, si on a une explication. Et ma seconde question est de savoir si on a déjà une idée du pourcentage d'exoplanètes en fonction du nombre de découvertes qui pourraient être dans la vie, dans la zone habitable. Alors, le problème de la métallicité, oui, ça c'est un phénomène qui a été comme dit, très bien étudié au cours des années précédentes, à savoir les planètes géantes gazeuses, donc les planètes du type Jupiter, Saturne, sont beaucoup plus fréquentes autour des étoiles riches en métaux. En ce sens que si vous prenez des étoiles qui ont 2 fois plus d'éléments lourds, fer, cobalt, etc., dans leur atmosphère que le Soleil, vous avez 20% de chances d'avoir des planètes comme Jupiter. Autour des planètes qui ont la métallicité du Soleil, ça tombe à 3-4%. Donc c'est extrêmement lié à la métallicité. Et l'explication qui est pratiquement maintenant inéluctable de ce phénomène, c'est simplement que pour faire des planètes géantes, vous devez accumuler suffisamment vite des grains de glace ou de silicate pendant qu'il y a encore le gaz dans le disque d'accrétion, pour que vous puissiez après agglutiner suffisamment de gaz pour faire une planète géante gazeuse. Donc simplement, vous avez du matériel à disposition pour faire très vite le noyau qui va attirer le gaz. Donc c'est simplement, je pense, un problème lié à la composition chimique primordiale du fameux nuage moléculaire comme Orion ou autre comme ça. Ce qui est plus récent, ce qui a été acquis il y a 2-3 ans, mais encore maintenant nettement amélioré, c'est que les planètes de masse Neptune, si on prend des étoiles qui ont des Neptunes autour, eh bien, c'est plus corrélé du tout à la métallicité, donc à la quantité de métaux. Donc apparemment, comment dire, c'est assez facile de fabriquer des Neptunes, même s'il n'y a pas trop d'éléments lourds à disposition. Planètes de type Terre, on ne sait pas, puisqu'on ne les a pas encore trouvées. Donc oui, il y a beaucoup de travaux là autour. Hein. Donc dans mon groupe de recherche et tout, c'est un domaine très vif, c'est ce genre de questions-là.
Moi, j'ai peut-être une question. Donc, vous aviez montré en 95 que vous travailliez à l'époque sur le télescope de Haute-Provence avec le premier spectrographe. Depuis, vous avez migré sur le 3,6 m à la Scylla, je pense. Alors, je sais que les scientifiques ont toujours une longueur d'avance, ils mettent en service un instrument et puis ils pensent au prochain. Vous avez déjà des plans sans dévoiler des secrets, je dirais, au niveau observation terrestre? Oui, alors, actuellement, l'ESO, donc cette organisation européenne, a lancé un appel d'offres pour étudier la possibilité d'un spectrographe de génération suivante pour mettre sur les télescopes de 8 mètres. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de spectrographe hyper stable pour mettre sur les télescopes de 8 mètres. Ce n'est pas si facile que ça d'aller sur un gros télescope. Et là, le but qui est affiché, c'est d'arriver à mieux que 10 cm par seconde de vitesse. Actuellement, on arrive à peu près à 30 cm seconde et on aimerait arriver peut-être à 5 cm par seconde. Donc, détecter des planètes beaucoup plus petites, hein, comme ça. Et actuellement, il y a plusieurs de mes plus jeunes collaborateurs qui travaillent à l'étude instrumentale, c'est-à-dire pour l'instant c'est sur le papier, hein, d'étudier est-ce que c'est possible de réaliser un tel instrument, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner en précision un facteur 10 ou presque par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis il y a une autre étude qui est menée en collaboration mais aussi qui vise à étudier la possibilité de faire un super spectrographe pour mettre sur le télescope de future génération de 42 mètres de diamètre que l'ESO est en train de rêver de réaliser. Donc là, j'avais une photo, mais à la fin, je l'ai un peu passé à toute vitesse parce que j'avais déjà passé le temps. Donc il y a un projet de l'ESO de construire un télescope de 42 mètres de diamètre. Hein, c'est presque cette salle, hein, je sais pas. Ça, c'est le miroir, hein, comme ça. Et c'est pas dans le très long terme. Hein, c'est probablement 2018. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'année prochaine, la décision de réalisation va être prise. Hein. Donc actuellement, l'étude de dessin, de faisabilité est en cours, elle est presque au bout. D'ici une année, je pense que l'ESO va prendre la décision, on le fait. Il y a un problème budgétaire hein, qui se cache là derrière, c'est assez cher. Et comme ça. Et donc, alors là, la raison de construire un tel spectrographe qui a pour but d'arriver cette fois-ci à une précision de 1 cm par seconde, garantie sur 10 ans et plus. Alors là, c'est plus les planètes, c'est intéressant, parce que les planètes sont pas assez... L'atmosphère des étoiles n'est pas assez stable, ça n'a aucun sens de mesurer à cette précision-là. Alors on peut dire, mais pourquoi les astronomes aimeraient essayer de mesurer des vitesses d'astres, d'objets dans l'espace, à une précision aussi exceptionnelle? Alors c'est un tout autre domaine de l'astronomie qui vient, c'est un problème de cosmologie. Une des grandes découvertes du début du XXe siècle, théoriquement par un Belge en partie, et observationnellement par un Américain, c'était l'abbé Lemaître pour la théorie, et puis observationnellement c'était Hubble, eh bien c'est que l'univers est en expansion. Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que les galaxies, on en a vu beaucoup, les galaxies vont de plus en plus vite, elles s'éloignent de plus en plus vite de nous qu'elles sont loin dans l'univers. Ça, c'est la théorie de la relativité, la cosmologie, etc. Néanmoins, il serait très intéressant de le prouver d'une manière directe que l'univers est en expansion. En plus, ça aurait d'autres applications en cosmologie. Et une manière de faire, si vous mesurez la vitesse d'une galaxie aujourd'hui et dans 10 ans, eh bien sa vitesse aura varié, dû au fait que l'univers est en expansion. Et donc, ce n'est pas gros, hein, parce que l'expansion de l'univers, elle se passe depuis 13 milliards d'années. Hein. Donc, sur 10 ans, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est un instantané à cette échelle-là. Mais néanmoins, si vous êtes capable d'arriver à une précision de 1 cm par seconde et que de garder la stabilité de votre instrument de 10 ans, 20 ans et tout, eh bien, vous pouvez directement mesurer l'expansion de l'univers. Alors voilà, donc là, il y a un intérêt qui est complètement en dehors du domaine des exoplanètes,
Et actuellement, il y a beaucoup de recherches là autour. C'est un problème instrumental intéressant de savoir si on arrive à faire ça. C'est très petit. Et il faut voir actuellement, on mesure avec notre instrument environ à 30 cm par seconde. 30 cm par seconde, ça correspond à un changement de 1 milliardième des fréquences émises par l'étoile. Déjà pas beaucoup. C'est tout petit changement. L'effet Doppler, il est microscopique. Et maintenant, imaginez que vous divisez encore ça par 30, voilà, et que vous devez garantir que ça reste stable au cours des années, c'est-à-dire que votre machine, elle est vraiment stable. C'est un problème instrumental intéressant. Dernière question. Deux dernières questions. Je vois qu'il y a notre ami qui passe ici. Vous parliez tout à l'heure de la vie ailleurs. Mais quand nous parlons de la vie, nous ici, nous parlons de nos vies à nous, les êtres humains, mais il peut y avoir ailleurs des vies qui sont tout à fait différentes. J'ai vu à la télé dernièrement, comment dirais-je, dans un environnement où la température est de, je ne sais pas, 500 000 degrés, il y avait des organismes vivants, mais qui n'étaient pas nous, évidemment, puisque nous, on ne pourrait pas, l'espèce humaine ne pourrait pas résister à ça. Donc, quand on dit de la vie ailleurs, bon, c'est vague et c'est vrai et c'est pas vrai, quoi. Non, la question est la remarque est très intéressante. Comment dire? Sur Terre, le domaine de température où on connaît des êtres vivants, c'est environ de moins 15 Celsius ou centigrade à plus 115. Donc c'est le domaine d'eau liquide plus ou moins 15 degrés. On n'a pas d'organismes vivants en dehors de cette fourchette. Alors à part ça, comment dire, ces organismes vivants, ils sont terriblement robustes, hein. Il y en a qui vivent dans les évents volcaniques au fond de l'océan, dans les failles, dans les rochers, dans les régions des geysers de Yellowstone avec des pH acides de 2, etc. La vie est robuste, hein, comme ça, mais en température, c'est presque le domaine exclusif de l'eau. Alors maintenant, pour dire, est-ce qu'il existe d'autres formes de vie? D'abord, attention, quand je dis vie, je ne parle en rien, et alors jamais, de quelque chose qui nous ressemble. Alors ça, déjà, vous regardez la surface de la Terre, vous voyez la diversité entre les scorpions qui vivent au milieu du Sahara, ou je ne sais pas où, et puis, comment dire, quelques algues dans le permafrost sibérien, etc. La vie, c'est d'une diversité sur Terre, déjà, qui est incroyable. Donc, il n'y a aucune raison de croire que cette diversité n'est pas encore amplifiée incroyablement. Comme ça. Alors, et à part ça, il y a une autre chose qui est très, très importante à se rappeler, c'est que la vie sur Terre, les plus anciennes traces fossiles de vie qu'on trouve sur Terre, il y a un débat, on ne sait pas s'il y a 3,5 milliards d'années ou 3,8 milliards d'années. Donc il y a déjà très longtemps, il y a des traces de vie sur Terre, entre autres des bactéries dans des roches. Les organismes pluricellulaires, donc les choses un peu plus compliquées, hein, les bestioles déjà qui ont des belles formes et tout, apparaissent il y a 600 millions d'années ou un peu plus. C'est-à-dire que pendant les plus grandes parties de la vie de la Terre, ce n'était que des unicellulaires. Donc quand on parle de vie ailleurs dans l'univers, on doit plutôt s'imaginer des bactéries, des unicellulaires. Ce que veut dire, ce n'est pas des organismes, en tout cas pas des humanoïdes, etc. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais c'est exiger beaucoup plus d'exiger ça. Déjà, je dirais, le plus probable, il faut déjà se mettre dans l'idée des choses simples. Cela dit, c'est déjà hyper compliqué, hein. Comme je le disais avant, un unicellulaire est déjà une sorte de petite usine chimique incroyablement compliquée, qui est capable en plus de dire comment elle doit se reproduire, comment sa fille doit se reproduire, etc. Donc je dirais qu'il faut déjà plutôt, quand on parle de vie dans l'univers, il faut plutôt penser à une bactérie qu'à quelque chose de plus compliqué. Ce qui n'exclut pas après qu'il y ait autre chose. Alors ça, c'est clair. Oui, donc l'étude des exoplanètes telle que vous l'appliquez met en œuvre l'observation et la mise en pratique des lois de Kepler, mais de manière plus générale des lois de la physique.
Ma question est même aussi au niveau de la connaissance de la planétologie, telle qu'on la connaît ici dans notre système solaire. Ma question, c'est est-ce que dans les études actuelles, il y a certaines énigmes, certaines zones d'ombre qui mettraient en cause nos connaissances actuelles? Et de manière générale, est-ce que votre domaine de recherche pourrait arriver dans le futur, à votre avis, à remettre en cause certains points ponctuels ou des choses connues actuellement en matière des théories au niveau des systèmes planétaires? Oui, comment dire, je dirais qu'une des caractéristiques de ce domaine des exoplanètes, c'est que l'observation est toujours en avance sur la théorie, c'est-à-dire qu'on arrive toujours avec quelque chose que nos collègues théoriciens n'avaient pas prévu. Et l'exemple le plus typique, c'était ces planètes géantes à 4 jours de période. Maintenant, ce n'était pas le record, hein, c'est la première, hein, mais maintenant on est à 0,86 jours. Hein, donc il y a une planète qui tourne en moins d'un jour autour de l'étoile et tout. Donc ça, c'était complètement inattendu. Donc ce qui s'est caché là derrière, c'était ce qui s'appelle la notion de migration orbitale, c'est-à-dire que la jeune planète, quand elle est plongée dans le disque de gaz et de poussière, interagit avec le disque et a une orbite qui spirale en se rapprochant de l'étoile. Donc cette découverte observationnelle a forcé les théoriciens, je dirais, à revoir leurs copies et à modifier la théorie pour comprendre la formation des systèmes planétaires et du système de la Terre, du système solaire en particulier, parce qu'on fait partie du jeu, hein, nous, comme ça. Alors maintenant, c'est en permanence, il y a des nouvelles choses. Ce n'est pas de la nouvelle physique. C'est simplement, comment dire, c'est une application plus complexe des lois connues de la physique. Donc, il ne faut pas croire qu'on va inventer des choses incroyables en physique. C'est de la physique connue, mais c'est vite compliqué, quoi. Et puis, on n'a pas toujours tout prévu d'entrée. Voilà, je pense que c'est un débat qui est sans fin. On pourrait passer la nuit à ça, mais M. Maillard doit assister aux cérémonies du doudou, donc on ne va pas trop tarder. Alors je pense qu'on va encore vous remercier. On a un petit cadeau pour vous, il faut que je le retrouve. Il doit être par ici. Sois-y, aide-moi, merci. Un peu de patience. Voilà, alors il y a deux types de choses. La première, en fait, ce sont des souvenirs en texte et en image, notre belle ville de Mons que vous pourrez apprécier sur le chemin du retour. Et surtout, il y a ceci. Ça, je vais vous demander peut-être de déballer maintenant. Les Montois reconnaîtront. Et vous, je pense que vous connaîtrez dès demain. Voilà. Je pourrais vous demander de chanter, mais je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Je vais mettre sur la table. Est-ce qu'il y a un sens lumineux? Voilà, je vais vous aider. Bien que n'ayant jamais assisté aux festivités du doudou précédemment, je crois que je devine. Hein. Voilà. Encore une fois, merci. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On ne vous remerciera jamais assez. Et merci à tous ceux qui ont rendu possible cet événement. Merci à David dans la régie. Et cette conférence a aussi été filmée. Donc, à terme, on va y arriver. Tout sera retransmis sur Internet. Bonne Ducasse à tous et à bientôt. Faites de beaux rêves. Merci.